cours de panorama de la littérature française. Et aujourd'hui, on va parler du surréalisme, n'est-ce pas? Et ouais, j'ai quelque chose à dire par rapport à la discipline, peut-être, mais je vais laisser à la fin, peut-être, je pense que ça, peut-être on aura plus des gens. Donc, on commence déjà à parler du surréalisme et je vais partager mon écran avec vous. Et voilà. Je cherche. J'ai perdu mon support du portable. C'est pas grave. Il est perdu. Il doit être quelque part. Mais sinon, je commence aujourd'hui cette discussion sur le surréalisme. Et comme vous voyez ici, en fait, ce que je projette, c'est le programme. Et on avait ces cours sur les surréalismes prévus pour jeudi dernier, mais on va le faire aujourd'hui. Et jeudi prochain, le 12 août, on commence à parler de l'existentialisme. En fait, je vais essayer jeudi de faire une transition du surréalisme vers l'existentialisme. Parce qu'il y a une connexion entre ces deux mouvements avec la politique à un moment donné. Donc aujourd'hui, on va parler du surréalisme au niveau esthétique. D'accord? Et jeudi, je ferai une introduction au surréalisme politique et on entre dans l'existentialisme. Et si vous voulez, pour les cours de jeudi, je vous conseille, je laisse ça noter après les cours, mais je vous demande de jeter un coup d'œil sur la conférence de Sartre, l'existentialisme et un humanisme. Et ce sera la base du cours de jeudi. Et en plus, comme vous, si vous voulez bien, vous pouvez le faire vous-même. Dans les archives, j'ai mis pas mal de lectures complémentaires sur l'existentialisme et sur le surréalisme. Le surréalisme, comme vous savez, là, je commence déjà à parler de... Eric, tu veux dire quelque chose? Não, perdoe. Eu Euh, esqueci de fechar meu microfone aqui. non, c'est pas grave. Et bonjour. Et donc, en fait, le surréalisme et l'existentialisme sont deux mouvements de cette première moitié du XXe siècle qui ont, je dirais, profondément marqué tout ce qui est venu après, n'est-ce pas? Et nous subissons encore aujourd'hui l'influence de ces deux mouvements. Et on verra aujourd'hui un peu plus le surréalisme. Et moi, je l'ai dit assez souvent, par exemple, l'influence surréaliste dans notre chanson, dans la chanson brésilienne. Et si vous prenez par exemple les chansons de Djavan, c'est un bon exemple. Assez souvent, on donne l'exemple de certains vers de Djavan pour parler de quelque chose qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Aussi, peut-être moins connu de vous, moi je l'aime bien, c'est Luis Melody. C'est un chanteur, un compositeur brésilien très intéressant et dont les paroles des chansons sont assez imagées en quelque sorte. Il est capable de créer des images et assez souvent, je dirais, surréalistes en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, c'est possible de voir ce genre d'influence dans la chanson et dans la poésie brésilienne contemporaine aussi. Et sinon, je vous ai demandé ou je vous ai indiqué quelques lectures à faire pour aujourd'hui. Et je vous ai indiqué aussi non, c'était, si je ne me trompe pas, 4 vidéos. Il y avait 2
si je ne me trompe pas, deux, étaient plutôt des suggestions. La première, celle du canal YouTube Commentaires composés, elle est bien pour une vision générale du surréalisme. Et il y avait, je ne sais pas si vous avez noté, si vous avez regardé, un cours vidéo que j'avais préparé l'année dernière pour le cours de poésie. C'était une vidéo longue, ce n'était pas mon but au début. Et sur le manifeste en tant que genre textuel, littéraire, etc. Et je vais commencer par cette réflexion et je vais faire une réflexion rapide sur les avant-gardes pour introduire le surréalisme. Et donc, tout d'abord, quand je vous ai indiqué ces cours vidéo qui est sur mon canal YouTube, ce n'est pas pour promouvoir mon canal YouTube, je passe cette prétention, mais c'était parce que c'était un cours assez intéressant et surtout parce que ces mouvements avant-gardistes ont cette perspective, je vais dire, belliciste, c'est-à-dire militaire ou de la guerre, une espèce de guerre publicitaire qui se fait à partir des manifestes. N'est-ce pas? Et donc, c'est une réflexion intéressante de regarder ou de faire attention à ces genres de textes, le manifeste, comme un texte qui est une sorte d'invitation à la pratique, n'est-ce pas? Et c'est que je trouve assez intéressant. C'est un texte qui invite à la pratique, à l'action, à changer le monde. Et un autre aspect important, c'est une différenciation, par exemple, entre la préface et le manifeste. Vous connaissez peut-être n'importe quel livre que vous avez déjà lu, avec une préface d'auteur qui explique plus ou moins l'œuvre. Et donc, peut-être vous avez noté, vous êtes rendu compte que la préface, elle explique un texte ou un livre qui existe déjà, un livre qui est déjà écrit. Mais la préface, assez souvent, elle sert à guider notre compréhension de lecture, n'est-ce pas? C'est l'auteur qui va partager ses idées, ses prétentions, et nous laisser clair quelles étaient ses expectatives ou nous préparer pour la lecture. C'est ça. Un manifeste, par contre, c'est une espèce de lettre d'intention, en quelque sorte. Et assez souvent, les manifestes indiquent un avant et un après. C'est-à-dire, par exemple, prenons le manifeste surréaliste. Il va parler de ce qui était la poésie ou la littérature avant et ce que doit être la poésie et la littérature après. Pas? Et donc, il marque ce tournant entre un avant et un après. Et ce qui est important dans ces avant et ce après, c'est que le manifeste va nous guider, pas par rapport à un texte ou un livre, une œuvre déjà écrite ou écrite, mais plutôt il va nous guider vers une littérature à venir, littérature à faire. C'est presque assez souvent, il va nous préparer en tant que lecteur pour comment on doit lire cette nouvelle littérature. Mais en même temps, le manifeste sert aussi à d'autres artistes, à d'autres écrivains, à se moduler ou à conformer à une nouvelle esthétique. C'est-à-dire, pour résumer, mais pas correctement,
mais pour essayer de donner une idée peut-être un peu plus claire, peut-être trop normative. Mais le manifeste, il va servir comme une recette, en quelque sorte. Pas, les règles à partir de maintenant sont celles-ci. Et si vous voulez écrire un texte surréaliste, par exemple, suivez ces considérations, ces revendications, ce modèle de texte. D'accord? Et donc, voilà. Et c'était, comme je disais, cette vidéo sur le manifeste comme un genre littéraire, elle était assez longue parce que je trouvais intéressant et j'ai lu pas mal de choses, pas mal de réflexions à propos du manifeste, mais pour nous ici, ce qui nous intéresse, c'est cette idée-là. Le manifeste, c'est un texte qui invite à la pratique. Assez souvent, le registre de langage ou les tons du texte est belliciste, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un ton de guerre au niveau culturel. C'est différent de ce qu'on appelle la guerre culturelle aujourd'hui, mais c'est une espèce d'invitation à une guerre culturelle. D'accord? Et encore, le manifeste va, 2 secondes parce que je sens que je c'est le chat qui va réveiller mon fils et ma copine. Et donc, je disais, ce genre de texte avec un ton belliciste et aussi publicitaire. Oui, si, les chats. Et donc, il y a d'un côté ces tons un peu bellicistes et quand je parle de ces tons bellicistes, cette invitation à une guerre littéraire, culturelle, c'est parce qu'il faut détruire ce qui venait avant pour construire quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle je me répète, assez souvent les manifestes montrent un avant et un après. Ils vont être le point, ces tournants entre deux moments de l'histoire littéraire, c'est-à-dire le passé et les nouveaux qui est à venir, c'est-à-dire les nouveaux qui n'est pas encore fait, mais pour être fait, on doit le faire en suivant certaines règles, certaines normes, certains concepts. Voilà, cela dit, je voudrais dire ces mots par rapport au manifeste. Je ne sais pas si vous avez écouté. Bien. Il va nous embêter encore, j'en suis sûr. On va voir s'il dort. Et il y a un autre côté intéressant parce que là, quand je parle de ton belliciste, peut-être c'est trop fort, mais on peut penser aussi à un ton publicitaire. Parce que les manifestes, ça sert aussi comme une publicité, c'est-à-dire rendre public ces nouvelles idées à propos de la littérature. Raison pour laquelle, surtout dans ce contexte d'avant-garde de début du XXe siècle, nous avons pas mal de manifestes qui vont être publiés dans des volants, c'est-à-dire des petits pamphlets, pas, ou dans des revues littéraires, ou dans des brochures spéciales pour cette diffusion-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on fait un petit livret avec le manifeste, peut-être quelques poèmes ou quelque chose comme ça, et on fait circuler, on fait diffuser ce genre d'informations. Donc, il y a un côté publicitaire assez fort. Et je fais cette introduction à propos du test parce que
Le manifeste sera présent. C'est toujours là, il commence à m'embêter de voir s'il y a quelque chose à. Non, j'ai rien à balancer sur. Et je me suis perdu là. C'était le. Ah oui, parce que le manifeste va être présent dans tous ces mouvements où, ouais, je prends les risques de faire cette généralisation. Pardon. C'est-à-dire, le manifeste sera présent dans tous ces mouvements avant-gardistes. Donc, vous avez déjà entendu parler du manifeste surréaliste, évidemment, parce que on va avoir aujourd'hui. J'ai presque fermé sa queue dans la porte. Et c'était un accident. Donc, le manifeste surréaliste, le manifeste futuriste, ou les manifestes surréalistes, les manifestes au pluriel futuristes. Il y a le manifeste, l'anti-manifeste de, euh, de l'esprit nouveau, le mouvement de Guillaume Apollinaire, et entre autres. Pas, il n'y a pas besoin de citer tous ces manifestes. Et encore un dernier mot sur des genres manifestes, c'est que si ici dans un cours de littérature on associe ou on tend à associer les manifestes à quelque chose lié à l'art et à la littérature, vous savez très bien que le manifeste, ça peut être un texte politique, comme le manifeste communiste, par exemple. Et le plus important, peut-être ce qui associe ou englobe tous ces manifestes politiques et littéraires, c'est l'invitation à l'action, à la pratique. Et je le dis assez souvent, le manifeste communiste commence avec un prolétaire du monde, unissez-vous. Donc c'est une invitation à une transformation sociale. Et donc, comme je vous ai dit, dans ces cours de panorama, nous avons une tranche temporelle, historique à comprendre ou à survoler. Donc, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, j'aimerais bien quand même parler de l'esprit nouveau, du futurisme, surréalisme, dadaïsme, etc. Mais je vais juste mentionner quelques notions ici. Je ne sais pas si je vais offrir les cours de poésie l'année prochaine, le semestre prochain, ou ce sera, si ce sera avec Gloria. Parce que je ne sais pas très bien ce qu'elle fait dans son cours de poésie. Moi, normalement, je donne un peu plus d'attention à, à cette période de la poésie. Donc, nous avons, avant de parler d'esprit nouveau d'Apollinaire, qui est peut-être le premier de ces mouvements en France, quelque chose qui marque les futurismes et les surréalismes, c'est une portée internationale. Ce sont des mouvements, comme vous savez, le futurisme est né en Italie et en France, je dirais entre les deux, avec Marinetti, qui était franco-italien. Et le surréalisme, c'est un mouvement en quelque sorte français.
le dadaïsme commence en Suisse et puis il arrive à Paris. Et Paris, d'une certaine façon, est ce pôle culturel, ce melting pot, ce lieu d'assemblage, de réunion des artistes de cette époque. Comme vous savez, par exemple, là, je fais un peu de digression, mais si vous pensez au cubisme, le mouvement de la peinture, Picasso était espagnol, mais il était en France et il a fait peut-être le développement de ces mouvements cubistes à Paris et non en Espagne. Et donc, juste pour arriver au mouvement surréaliste, pour faire une mise en contexte ici, nous avons au début du XXe siècle ces mouvements qui s'appellent les nouveaux esprits. C'est un mouvement, moi je dirais, poétique, peut-être typiquement français et uniquement français. Je ne connais pas, je n'ai jamais cherché, n'est-ce pas, mais au moins dans la littérature brésilienne, par exemple, qui subit une grande influence française au XIXe et au début du XXe siècle, moi je ne vois pas de retombées ou d'influence de l'esprit nouveau. Je vais dire le contraire, c'est l'esprit nouveau français dans la littérature moderniste brésilienne. Je ne connais pas. Mais le poète le plus important, c'est Guillaume Apollinaire, qui n'était pas français de naissance, mais je ne sais pas s'il était italien ou romain. J'ai oublié, mais je sais qu'il vient d'une famille migrante. Sa mère, je pense que sa mère est d'origine, son père l'autre. Il est né en Italie, si je ne me trompe pas. Il a fait sa vie en France et Apollinaire a toujours écrit en français. Et pourquoi je parle d'esprit nouveau? Parce qu'ils vont apporter, ou ces mouvements vont apporter à la poésie de cette époque certaines caractéristiques qui vont être développées avec les surréalistes plus tard. Et peut-être la caractéristique de base d'Apollinaire, c'est l'élimination complète de la ponctuation, l'introduction du vers libre, ou peut-être pas l'introduction, mais une décision de l'usage du vers libre, etc. Et l'introduction, par exemple, comme le futurisme, de certaines références de la belle époque, de la modernité de cette époque, comme les ponts Mirabeau. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite explicative de la dissertation, peut-être vous vous souvenez, j'ai fait l'explication de la dissertation en utilisant comme exemple le poème Les ponts Mirabeau d'Apollinaire. Et ce pont Mirabeau, c'est un pont à Paris sur la Seine en acier, comme la Tour Eiffel. Et comme vous voyez, c'est un signe de la modernité de cette époque-là. Et un autre aspect esthétique important pour l'esprit nouveau, c'est la surprise. C'est-à-dire, la poésie, pour avoir un effet chez le lecteur, elle doit avoir cet effet de surprise. Il faut surprendre le lecteur. C'est-à-dire, quand le lecteur lit des poèmes ou écoute ou regarde un tableau, je sais pas, ou écoute une chanson, il faut surprendre le lecteur ou le spectateur pendant cette séance de lecture ou cette expérience.
C'est-à-dire, je pense à un exemple. Sûrement, vous avez déjà regardé des films sur Globo, par exemple, Sessão da Tarde ou Tela Frente. Et assez souvent, nous avons des films dont la fin, on connaît très bien. Pas? Il y aura où, je peux donner l'exemple de telenovela. Pas? On sait très bien que le personnage méchant va à la prison, où il va mourir à la fin. Les couples qui a pendant toute l'histoire essayé de rester ensemble, il y avait quelque chose qui les empêchait, à la fin, ils restent ensemble. Donc, on est capable de prévoir la fin. Je me souviens que quand j'étais petit, je regardais pas mal de novellas, surtout avec ma mère. Et on invitait mon père à y regarder. Il disait non, je ne vais pas regarder, je connais déjà la fin. Et normalement, il regardait la première semaine et la dernière semaine, juste pour dire oui, je vous ai dit dès le début de la première semaine que ça allait terminer comme ça. Et assez souvent, il était correct. Mais on avait quand même le plaisir de voir le lieu pour le développement de cette histoire. Donc, je parlais de la surprise. Donc, il faut chercher à surprendre les lecteurs. Donc, je fais ici le parenthèse sur l'esprit nouveau de Guillaume Apollinaire. Et Guillaume Apollinaire est un poète important pour le surréalisme, parce que là, je fais l'introduction pour arriver au surréalisme. Parce que le terme surréalisme va être développé ou créé comme un néologisme justement par Guillaume Apollinaire dans un autre contexte. Apollinaire, peut-être si vous avez regardé des vidéos que je vous ai indiquées, Amélie de commentaires composés le dit dans la vidéo aussi, que Apollinaire, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Mamelles des Thérèse. Et dans ces Apollinaire était poète et critique d'art. Et il a expliqué ou écrit dans un texte que cette pièce de théâtre qu'il a écrite, Les Mamelles de Thérèse, était un drame surréaliste, c'est-à-dire qui était au-delà de la réalité. Donc, c'était juste un terme qui a été développé, approfondi différemment par des poètes surréalistes, des écrivains surréalistes plus tard. Mais on peut tirer cette idée de au-delà de la réalité de ce terme développé ou créé par Guillaume Apollinaire pour faire référence à sa pièce de théâtre. Et donc, je vais faire ces commentaires sur l'esprit nouveau. Entre, ou plus ou moins à la même période, nous avons le futurisme de Marinetti. Et je ne vais pas parler du futurisme. Ça ne vaut pas la peine pour arriver au surréalisme. Par contre, il y a, sûrement vous avez déjà entendu parler des dadaïsmes ou tout simplement Dada. Dada, c'est un mouvement qui commence dans des cafés à Zurich, en Suisse, avec surtout un poète, écrivain, performeur. Si je ne me trompe pas, Tristan Tzara était roumain de naissance, si je ne me trompe pas. Mais il part en Suisse et puis en France.
Et vous voyez que cette période, la première décennie du XXe siècle et la deuxième décennie du XXe siècle, était une période dans laquelle les gens se déplaçaient beaucoup. Et surtout les artistes, n'est-ce pas? Et ces mouvements Dada, il était une espèce d'anarchie complète, n'est-ce pas? Il voulait tout détruire au niveau de l'art pour reconstruire. Et en fait, le dadaïsme n'était pas très intéressé à la reconstruction postérieure. Donc, il voulait tout détruire comme un mouvement de rébellion contre la raison, l'ordre, les règles d'art, etc. Et quand on parle de destruction, c'est-à-dire on va détruire la syntaxe, la sémantique des sens. Comme je vous ai dit récemment, nous avons c'est un poème de Tzara, Tristan Tzara, qui s'appelle Recette pour un poème dadaïste. Je crois que j'ai fait référence la semaine dernière. Donc, on prend un article de journal, on découpe les mots, on met dans un sac et on fait un tirage au sort, on note les mots et voilà, nous avons le poème. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas, et avec des gestes ou ces gestes de destruction, ils vont mettre en question la littérature elle-même. La littérature, surtout le concept de littérature du XIXe siècle. Parce que quand on fait un exercice comme cette recette de poème dadaïste, on met en question l'inspiration du poète, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'inspiration pour écrire un poème. C'est un exercice de langage, c'est un exercice langagier, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'être un génie littéraire parce que n'importe qui peut prendre un article de journal, découper les mots, faire les tirages au sort et écrire un poème. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'exercices poétiques qui vont être faits collectivement, en groupe, et cela met en question la notion d'auteur ou des propriétés du texte, parce que on va avoir des textes qui ont été écrits par plusieurs personnes en même temps. D'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai ici un coup d'œil sur les recommandations de lecture que je vous ai fait pour ces cours d'aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons un livre qui s'appelle Les champs magnétiques qui a été écrit par Breton et Soupeau. Donc, vous voyez déjà que c'est un livre écrit par deux poètes. Il y a un autre livre, c'est Immaculée Conception, qui a été écrit par Breton et Édouard. Donc, vous voyez aussi un autre livre écrit par deux poètes, parce qu'ils faisaient ces exercices ensemble. D'accord? Voilà. Et je vais vous parler de quelques exercices qui devaient être faits forcément de manière collective. Cela dit, je parlais du dadaïsme. Donc, le mouvement dadaïste va proposer cette destruction complète, cette anarchie générale et la destruction de règles, de principes de la littérature traditionnelle, conventionnelle. Et Sarah va partir à Paris parce que le manifeste dadaïste, le premier,
Il me semble qu'il date de 1916. Donc, c'était pendant encore la Première Guerre mondiale. Puis, il va partir en France et il va rencontrer Breton, Éluard et d'autres poètes du cercle surréaliste, mais le surréalisme n'existait pas encore. Et sous l'influence du dadaïsme, André Breton va proposer le surréalisme comme un mouvement qui détruit une certaine tradition, mais qui propose d'autre côté de reconstruire différemment la littérature à partir de principes, des règles, des notions littéraires du surréalisme. Et c'est là qu'on commence le cours d'aujourd'hui. Toute cette introduction pour entrer dans le surréalisme. Et donc, je change de partage d'écran ici, très rapidement, pour vous montrer certaines choses. Tout d'abord, oui. Non. Voilà. Mais je vais vous montrer une autre chose. Attends. Voilà, ici, c'est ma bibliothèque Kindle. Donc, donc, vous voyez l'esprit du temps. J'ai plus les étagères avec les livres derrière moi. Et vous savez, la bibliothèque projetée numérique, la bibliothèque numérique ici. Et donc, ce que vous avez ici, je vais vous montrer, voilà la couverture. Donc, ce livre, École et courant littéraire, c'est un livre que je vais vous indiquer la lecture de certains extraits ou de certains chapitres pendant le semestre parce qu'il est assez schématique. Je vous ai déjà, je vous en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Et vous voyez ici, je vous recommande, je n'ai pas vraiment commenté l'introduction de ce livre. C'est l'introduction dans laquelle il explique les notions, les différences entre mouvement, école et courant littéraire. Et je ne vais pas entrer dans le chapitre d'introduction, mais juste dire que, en gros, cette distinction, et pourquoi je parle de cette distinction, parce que le surréalisme sera une espèce d'école ou de mouvement. D'accord? Et Stalloni, dans cette production, il va expliquer clairement la différence de ce terme. Par exemple, l'idée des courants littéraires, pensons on peut associer à l'idée des tendances. C'est quelque chose qui n'est pas très clair, mais que nous voyons une certaine unité esthétique ou thématique ou politique. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui n'est pas très formé ou n'est pas très uniforme. Nous voyons une direction qui n'est pas très précise. Je vous ai parlé dans les cours précédents de la notion de baroque, par exemple. Le baroque, c'est on le dit souvent, qu'à l'époque du baroque, on n'appelait pas l'esthétique de l'époque baroque. Le terme ou la notion a été développée plus tard. C'est-à-dire que 2 siècles
tard, on a regardé le 16e et 17e siècle, on a vu qu'il y avait une uniformité esthétique, thématique, de principes, etc. Et on l'appelait le baroque. Pour les écoles, l'école, c'est quelque chose déjà de plus organisé. Pas? Et l'idée d'école, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui dicte des règles, des directions et organise plus ou moins les mouvements. Ça me fait penser à la chanson Tropicale de Caetano Veloso. Peut-être vous connaissez cette chanson. E dans les paroles da chanson, ele diz: eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o movimento do Planalto Central do país. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas la chanson Tropicalia de Caetano, vous cherchez après des cours, elle est assez intéressante. Et ça sert, il faut le dire, comme une espèce de manifeste chanté, musical, du tropicalisme des années 60. Donc, vous voyez l'idée, eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. C'est exactement cette idée d'une école. Et assez souvent, par exemple, quand on pense au tropicalisme, on pense à Caetano Veloso, Gilberto Gil, peut-être Tonzé. Donc, il y a certaines figures qui nous guident ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et donc, l'école, elle aura toujours un leader ou, comme on dit en français, un chef de file, c'est-à-dire le chef de la file. C'est celui qui va en premier, c'est le premier de la file qui va guider tous les autres. Donc, l'école, c'est déjà quelque chose de plus formel, de bien établi, de bien décidé. Et les mouvements, assez souvent, nous avons cette idée de tendance, de direction. Elle est un peu plus claire et un peu plus uniforme que la tendance ou les courants, mais elle n'a pas un leader comme l'école. Donc, cela dit, on va placer le surréalisme comme une espèce d'école un tiré mouvement, parce qu'il y aura d'autres figures très importantes, mais il y aura d'une certaine façon un leader qui sera André Breton, dont on va parler aujourd'hui beaucoup. Et cette idée d'un leader, elle est tellement importante, par exemple, dans le futurisme, que Marinetti, il va unifier ou assembler, il va avoir un très grand contrôle sur les mouvements. Tellement, ce contrôle va être tellement grand que tous les manifestes futuristes publiés partout dans le monde, les futuristes italiens, les futuristes brésiliens, on envoyait les manifestes à Marinetti, il les lisait, il disait s'il était d'accord ou pas d'accord, il faisait des changements et il décidait quand ces manifestes devaient être publiés. Et il me semble qu'il y avait même des manifestes qu'il n'a pas fait publier. Je ne connais pas les raisons, mais je sais qu'il y a des manifestes aujourd'hui publiés, mais qui n'ont pas été publiés à l'époque de Marinetti. D'accord. André Breton va faire plus ou moins pareil. Il va être un leader, une espèce de père, comment je peux dire, de père dominant.
c'est-à-dire que il va projeter ses bras un peu partout. Et ce n'est pas par hasard que le manifeste surréaliste a été écrit par lui. Et il va rester jusqu'à la fin du mouvement comme cette figure de leader. Donc, nous sommes, j'avais parlé de dadaïsme, la destruction complète, le manifeste dadaïste de 1916, puis il y a un deuxième manifeste surréaliste en 1908. Sarah part à Paris, va rencontrer les poètes qui nous intéressent ici. Breton, Soupeau, Éluard, René Char, des poètes dont les livres ou quelques livres génies dans notre bibliothèque, dans les archives. Et pourquoi là je reviens à ce livre de Saloni. Donc je fais un commentaire sur l'introduction et je viens ici juste pour vous montrer quelque chose. Donc ce chapitre, le XXe siècle, je vais mettre ça en bleu et sur en rose. Donc vous voyez le chapitre sur le XXe siècle dans lequel vous avez une sous-partie sur le surréalisme et une sous-partie sur l'existentialisme est dans nos archives, dans les fichiers du XXe siècle. Donc ici, c'est un chapitre assez schématique avec les idées générales du surréalisme. Je ne vais pas commenter, je vais entrer dans les textes eux-mêmes. D'accord? Donc, je voudrais juste vous montrer cela. Et dans nos archives, j'ai mis aussi, pardon, pour revenir à la bibliothèque, l'entrée du dictionnaire des genres émotions sur le surréalisme. Cette entrée, je vais demander de la lire, elle est assez longue, je le sais, mais elle est assez complète aussi. Donc, si vous voulez avoir une idée générale, une bonne idée générale sur les mouvements surréalistes, lisez cette entrée du dictionnaire des genres et émotions littéraires sur le surréalisme. Ça vaut la peine. D'accord? Cela dit, je change la projection. Et on passe ah oui, non, je projette déjà les documents PDF. Voilà. Donc vous voyez ici, nous sommes ici à la page 64, et je ne vais pas commenter ça, je vais juste vous montrer. Ce livre-là, en fait, il y a deux livres ici. C'est le même livre, mais des éditions différentes du même livre. Parce qu'il y a un développement. Donc ce livre-là de Denis, ou de Denis Labouré, littérature française. La première édition que j'ai ici, c'est littérature française du XXe siècle, 1900 à 2010. Et la deuxième, celle-là qui vaut plus la peine, Histoire de la littérature française des 20e et 21e siècles. Ici, dans ce livre-là, il y a un panorama de l'époque assez intéressant. C'est-à-dire assez objectif, informatif et pas fatigant. Donc, si vous voulez lire sur cette époque à Paris, quel était le contexte de production littéraire, comment on est arrivé au surréalisme, donc il va avoir ce parti sur le dadaïsme,
l'esprit nouveau, les futuristes, etc. Si ça vous intéresse vraiment, cherchez ce livre. Je vous montre ici ma table entière. Voilà. Donc, il y a cette introduction, etc. Et puis, nous avons, c'est sur le début du XXe siècle, je ne mets pas en relief pour ce cours, mais comme vous voyez ici, je peux zoomer encore. Donc, vous avez ce chapitre assez intéressant dans lequel il va parler des avant-gardes en général et le surréalisme, l'esprit nouveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, la révolte dada, du dadaïsme, et puis une sous-partie sur le surréalisme. C'est assez intéressant, facile à lire, c'est pas fatigant et ça vous donne une bonne idée du moment. D'accord? Cela dit, je passe au manifeste surréaliste. Mais avant de passer au manifeste surréaliste, je vais juste faire un petit commentaire ici. Ce poète-là, je viens de marquer son nom, Pierre Réverdy, il va publier il est publié au Dadaïsme. Et il va publier un dépliant ou un petit livret dans lequel il explique sa conception de image poétique. Et c'est un concept d'image poétique qui va être repris par André Breton dans les manifestes du surréalisme et qui est très intéressant à voir. Je vais vous montrer ça écrit dans les manifestes surréalistes et comme ça vous visualisez le texte écrit. Mais je voulais juste marquer ici que Pierre Réverdy est un poète qui sera d'une certaine façon qui va passer par l'esprit nouveau, le dadaïsme et va influencer les surréalistes. Et je vais passer ici par quelques livres avant d'arriver au manifeste surréaliste. Le manifeste du surréalisme, c'est le titre exact. Juste pour vous montrer une curiosité par rapport à cette dominance d'André Breton dans les mouvements surréalistes. Donc ici, vous voyez, nous avons ce livre, il est disponible là dans les archives d'histoire du surréalisme. Et vous voyez la table entière ici. Et je vous montre. Donc, tout d'abord, il y a l'histoire du surréalisme organisée par période, l'élaboration, etc. Et à partir de la page 197, nous avons des documents surréalistes. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des documents pas faciles à trouver, qui ont été publiés dans des journaux de l'époque, dans des, comme je vous ai dit, des volants ou flyers, des pamphlets distribués comme ça. Et ça a été organisé dans ces. Et nous avons des documents ici comme ici, un cadavre. C'est écrit par Philippe Soupeau, Paul Éluard, André Breton et Didier Rady. Et ce premier cadavre, le cadavre, c'est le cadavre de l'ancienne littérature. Et ils vont en fait attaquer, si je ne me trompe pas, c'est Claudel, comme un écrivain représentant d'une littérature traditionnelle. Et nous avons un autre document ici. Je ne sais pas où il est, mais c'est un autre cadavre.
je ne vais pas le chercher ici, je vais juste vous raconter. Parce qu'il y a des ruptures plus tard dans les mouvements. Et André Breton a organisé une espèce de tribunal pour expulser les membres du mouvement parce qu'ils ne suivaient pas les principes ou ils ne défendaient pas les idées d'André Breton. Donc, vous voyez comment les mouvements étaient organisés et dirigés par André Breton au point d'expulser d'autres écrivains du mouvement parce qu'ils ne suivaient pas correctement ou comment ils pensaient qu'ils devaient le faire les principes surréalistes. D'accord? Donc, c'est quelque chose de je sais pas, incroyable pour le dire comme ça. Et donc, je vais pas. C'était juste une curiosité, si vous voulez. C'est un mouvement assez intéressant, assez riche, avec beaucoup de documents, beaucoup de textes. Donc, si ça vous intéresse, de lire là, vous pouvez vous approfondir. Il y a plusieurs autres livres et textes sur la je le sais. Si vous avez une curiosité petite, moyenne, si vous êtes un peu fainéant et que vous ne voulez pas lire beaucoup de choses, il y a ce petit livret de cette collection de l'espace, si je ne me trompe pas, le principe. C'est un petit livre en portugais qui va vous donner une idée générale du mouvement avec ce chapitre 2, escrita automática, jogos surrealistas, o acaso objetivo, imagens. En fait, ça va vous donner un très simple panorama de techniques d'écriture surréaliste. D'accord? Donc, c'est une suggestion de lecture aussi. Et donc, on arrive ici au manifeste du surréalisme de 1924. Ça, c'est le premier manifeste du surréalisme écrit par André Breton. Avant d'entrer dans le manifeste, est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Donc, on avance. Évidemment, ce livre-là, avec les manifestes du surréalisme, est déjà disponible dans nos archives. Donc, je vais survoler le manifeste ici. Oui, non, je vais pas, je vais me détenir sur peut-être deux extraits du manifeste et je vais parler rapidement de quelques notions. Parce que quand on parle de surréalisme, donc je vous jette ou je vous lance cette question. Quand on parle de surréalisme, à quoi pensez-vous? Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit quand on parle de surréalisme? Est-ce que quelqu'un veut partager ces idées avec vous aussi? Quand on dit, par exemple, nossa, c'est surreal, ce qui aconteceu foi surreal. Non? D'accord. Donc l'idée, c'est il y a cette influence esthétique, littéraire, qui vient de ce que je vous ai montré, esprit nouveau, dadaïsme, futurisme, et on arrive au surréalisme. Et André Breton a pris contact avec la psychanalyse
de Freud à cette époque-là aussi. Et surtout l'interprétation des rêves. Et il va subir cette influence de la psychanalyse. Cela ne veut pas dire que le surréalisme ou l'écriture surréaliste est une, comment je peux dire, on suit les principes de la psychanalyse. D'accord. Oui, Anna Caroline, je pense à la peinture, exactement. C'est une bonne référence. Voilà. Et j'arrive dans la peinture pour en parler un peu plus. Donc, ils ont, André Breton a reçu ou a subi cette influence de la psychanalyse, mais c'est-à-dire qu'il a lu Freud, il a pris contact avec la psychanalyse et il a élaboré ça à sa façon. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que la littérature surréaliste n'est pas une application de la psychanalyse. Il y a l'influence de la psychanalyse, mais ce n'est pas tout simplement une transposition littéraire de l'inconscient de la psychanalyse. D'accord. Cela dit, on ne va pas confondre les choses. Mais il y a une influence de la psychanalyse surtout dans la production ou dans certains principes de la littérature surréaliste. Et cette idée qui vient des petits Apollinaire de surréalisme ou surréalité comme au-delà de la réalité, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les rêves la folie, la fantaisie. Un univers pour une nouvelle conception de la littérature. C'est-à-dire, on va, au moment où on cherche dans la folie, dans le rêve, dans la fantaisie, l'inspiration pour la littérature, et souvenez de la destruction anarchique dadaïste, nous avons là une guerre, comme je disais tout à l'heure par rapport au test, nous avons une guerre contre la raison, contre les normes établies, contre les règles, contre la tradition, etc. Donc, les surréalistes vont jouer avec l'irrationalisme, la folie, le rêve, tout ce qui n'est pas rationnellement explicable. D'accord. Et cela, pour toucher à ces coins de l'inconscient ou de la psyché humaine, on va proposer certaines techniques, certains exercices ou certains jeux, ça c'est un bon mot, jobs de production littéraire. Une de ces productions littéraires, c'est l'écriture automatique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'écriture automatique? Oui ou non? Je n'avais entendu parler. D'accord. L'écriture automatique, Graziel et les autres, c'est une des techniques peut-être les plus importantes du surréalisme, ou selon laquelle vous prenez un papier, un crayon ou un stylo, et vous écrivez au plus vite possible tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui vous vient à la tête, sans penser à ce que vous écrivez. D'accord? Donc, vous imaginez cette scène. Vous prenez un papier, un crayon, et vous écrivez au plus vite possible, sans réfléchir à ce que vous écrivez. Et vous mettez sur le papier les idées qui vous viennent à l'esprit.
peut-être pas souvent, mais pas rarement non plus, depuis, je peux bien le dire, depuis certains poètes romantiques, Baudelaire, etc., pour aider à ces genres d'exercices, on pourrait faire recours à certaines substances, l'alcool, l'opium, entre autres, pour activer ce rythme, je sais pas, de l'esprit. Et assez souvent, le résultat des textes, ce sont des textes dépourvus d'essence ou de logique rationnelle, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si je vais vous montrer ici. C'est pas ici. Voilà. Je vous ai demandé de jeter un coup d'œil sur une page des champs magnétiques, ce livre-là, dont vous voyez la couverture de Philippe Soupeau et André Breton. Je vais juste repérer la page que je vous ai indiquée ici. C'était la page 1 du PDF. Et donc ici, j'ai souligné déjà un extrait. Je ne sais pas si vous avez essayé de jeter un coup d'œil, de lire un peu le texte. Gabriel, non. Ta question est une excellente question. Si l'écriture automatique est la même chose que le flux de conscience, non, ce n'est pas la même chose. Ce sont des choses bien différentes. Peut-être, je dirais que le résultat peut être similaire ou semblable, mais le principe est totalement différent. C'est-à-dire que l'écriture automatique, elle est écrite de cette façon. On écrit au plus vite possible ce qui nous vient à l'esprit sans y réfléchir. Les flux de conscience, en fait, c'est une espèce de fiction, je dirais. C'est-à-dire que l'écrivain écrit un texte pour faire un effet ou pour produire un effet du rythme de la conscience. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'utiliser de l'écriture automatique pour arriver à un flux de conscience. D'accord? Par exemple, peut-être les flux de conscience les plus connus, c'est utilisé dans l'Ulysse de James Joyce. Et si vous connaissez, si vous avez déjà lu un peu la critique sur James Joyce, il me semble que James Joyce, je ne connais pas profondément James Joyce, mais il me semble qu'il était hyper obsessif par rapport à la forme. Donc, c'était quelqu'un qui retravaillait le texte avec une obsession infinie pour arriver au résultat qu'il voulait. Et donc, vous voyez que le texte de James Joyce reproduit ce rythme de conscience, ces flux de conscience, mais c'était un texte hyper travaillé ou travaillé au niveau obsessionnel. D'accord? Mais les résultats, ça nous donne l'impression, en tant que lecteur, qu'on suit le rythme de conscience du personnage. L'écriture automatique, non. Elle est produite par ce rythme de conscience du poète ou de l'écrivain. D'accord? Et donc, ici, c'est un texte écrit selon cette technique de l'écriture automatique. Et donc, vous voyez, essayez de remarquer le rythme et la connexion ou les manques de connexion, l'absence de connexion d'idées logiques.
Et vous voyez ici. Je vais retirer ici, je vais souligner les phrases pour nous aider ici, la lecture. Donc, nous avons ici, je commence la lecture. Je n'avance plus qu'avec précaution dans des endroits marécageux et je regarde les bouts aériens se souder au moment des ciels. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On peut prendre 2 ou 3 phrases ici. Je n'avance plus qu'avec précaution dans des endroits marécageux. Marécageux, ça vient de marécage, pantanosos, né? Lugares pantanosos. Et je regarde les bouts aériens se souder au moment des ciels. Et parfois, c'est difficile à expliquer sans traduire la phrase, n'est-ce pas? Moi, je traduirais comme quelque chose comme eu olho os pedaços aéreos se soldarem aos momentos dos céus. Ensuite, je change ici la phrase. J'avale ma propre fumée qui ressemble tant à la chimère d'autrui. Né? Eu engulo a minha própria fumaça que parece tanto a quimera de outrem ou de outra pessoa, ou a fantasia, que pode traduzir aqui quimera talvez como fantasie. Et vous voyez qu'il n'y a pas une connexion logique entre la phrase précédente et celle-là. Passons à la phrase suivante. L'avarice est un beau péché recouvert d'algues et d'incrustations soleilleuses. Je vais même vérifier ici si soleilleuse, si ça vient de soleil vraiment. Comme ensolarados. Oui, c'est un synonyme de ensoleillé, exposé au soleil, ensolarado. L'avarice est un beau péché recouvert d'algues et d'incrustations soleilleuses. A avaria, como poderia traduzir avarice? Como pecado capital, de Avareza. Avareza. Avaria é outra coisa. Quando bate o carro, né? O carro tem avaria, se não me engano. Né? Avareza. Merci, Henrique e Ana Carolina. Então, a avareza é um belo pecado recoberto de algas e incrustações solaradas, ou quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux vous montrer d'autres exemples. Mais ici, c'est un exemple, c'est un livre qui a été écrit par ces 2 écrivains, Soupeau et Breton, en utilisant cette technique de l'écriture automatique. Donc, la technique de l'écriture automatique, c'est celle-là. Écrire au plus vite possible ce qui nous vient à l'esprit sans y réfléchir, sans donner espace à l'organisation rationnelle du texte. Et ça va nous donner ce genre d'image. Et en fait, vous voyez que l'objectif des écrivains surréalistes en faisant ou en mettant en pratique cet exercice, c'était de toucher d'une certaine façon à l'inconscient, n'est-ce pas, de la psychanalyse, mais en étant de trouver des images insolites ou des images nouvelles et renouveler l'expression poétique avec des images
nouvelles. Et je profite que je parle d'images ici pour ne pas faire un cours encore plus chaotique. Je vous ai parlé de Pierre Reverdy, un poète du dadaïsme, qui a développé cette idée de l'image poétique, qui va être reprise par André Breton dans les manifestes surréalistes. Les concepts d'image poétique de Pierre Reverdy est très intéressant. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de métaphore en poésie? Une explication rapide. Je ne vous demande pas une explication conceptuelle avec des références. Qu'est-ce qu'une métaphore dans la poésie? Quand je vous dis, c'est la métaphore la plus élémentaire. Et je ne vais pas entrer dans les débats de genre, de, 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 on dit, de sexisme. Je vais juste utiliser un exemple simple. Cette femme est une fleur. Ça, c'est une métaphore. N'est-ce pas? Cette femme est une fleur. Qu'est-ce que je fais ou quelle est la procédure littéraire? Je rapproche la femme et la fleur. Exactement, Caroline, Anna-Caroline. La métaphore est une espèce de comparaison. Mais la comparaison de la métaphore, elle n'est pas explicite. Ça peut sembler bête, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que si je dis cette femme est belle comme une fleur, c'est une comparaison. Belle comme une fleur, ou délicate comme une rose. N'est-ce pas? La comparaison est explicite. Mais quand je dis cette femme est une fleur, cette femme est une rose, quelque chose comme ça, il y a une comparaison implicite, n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais la femme et la fleur. C'est-à-dire que je rapproche ces deux notions, ces deux univers, ces deux choses-là. La femme, je ne chosifie pas la femme. C'est juste pour l'explication ici. Mais peut-être la beauté, la délicatesse, la suavité, la douceur de la peau, la femme avec la fleur ou quelque chose comme ça. Donc, pour rapprocher ces deux choses, la femme et la fleur, il y a quelque chose en commun, n'est-ce pas? Ce qui fait la métaphore, c'est une chose en commun entre les deux choses. Donc, la femme et la fleur, les deux sont délicates, les deux sont douces, les deux sont belles, ou quelque chose comme ça, ou parfumées, peu importe la comparaison implicite, mais il y a quelque chose de commun entre les deux. L'image, la notion d'image qui est développée par Reverdy et qui va être reprise par les surréalistes, c'est l'opposé, c'est rapprocher deux choses complètement différentes. D'accord? L'image, donc les surréalistes avec ces exercices poétiques, comme l'écriture automatique, vont chercher tout d'abord à créer de nouvelles images poétiques en rapprochant des idées ou des notions qui sont complètement différentes. Pas complètement, mais plus différentes elles sont, plus insolite, plus intéressante l'image sera. OK? Par exemple, il y a un poème célèbre de Paul Éluard
qui dit la Terre, si je ne me trompe pas, c'est la Terre est bleue comme une orange. Oui, c'est ça. C'est bien ça, Gabriel? Parfois, je n'ai pas une très bonne tête, une bonne mémoire pour les choses. Vous voyez que quand je vous dis la Terre est bleue comme une orange, ça tourne un peu la logique de la chose. Et ici, par exemple, c'est le chat qui a ouvert la porte. Donc, vous voyez ici la première phrase. Je n'avance plus qu'avec précaution dans des endroits marécageux et je regarde les bouts aériens se souder au moment des ciels. Par exemple, au moment des ciels, c'est une image intéressante, n'est-ce pas? Ça nous fait travailler pour expliquer. Et parfois, les sens, ou exactement ça, quand on a une image poétique créée de cette façon, avec des idées différentes, parfois on n'arrive pas à construire un sens logique pour cette image. Et voilà la richesse poétique de ce qu'ils arrivent à faire avec ces genres de techniques. D'accord? Ici, l'avarice est un beau péché recouvert d'algues et d'incrustations soleilleuses. C'est même difficile. Par exemple, si je vous demande de dessiner la métaphore, cette femme et une fleur, j'imagine que vous arrivez quand même à imaginer quelque chose. Et quand je vous demande de peindre l'avarice comme un beau péché recouvert d'algues et d'incrustations soleilleuses, c'est beaucoup plus difficile à imaginer ou même à concevoir. C'est le chat qui... Voilà, il est dehors. C'est même difficile à concevoir de façon rationnelle cette image créée ici. Et puis, je vous ai demandé dans le même livre de regarder, si je ne me trompe pas, la page 68. Voilà. Voilà. C'était bien celui-là. Voyons si c'était le... non, c'était le précédent. C'était, je crois que j'ai mis page 68, mais c'était 67. C'est un poème, en fait, ici. Délivrance. Et le poème, c'est ça. Faculté de se donner, renseignement gratuit, amendez-vous sur terre, heureux de faire plaisir. Voici les jolies pioches du retour en arrière inoffensif, l'or mérité, champignon poussé dans la nuit, demain, il ne sera plus frais, saison animatrice de nos désirs, ouverture des portes devant les cuillères. Ici, il y a quelque chose à vous dire, parce que les textes en prose de ces livres sont des textes écrits selon cette technique de l'écriture automatique. Mais ils ont une autre technique aussi qui est les cadavres exquis. Et peut-être je vais vous montrer un dessin. C'est plus facile à expliquer.
2 secondes, je vais projeter ça. Voilà. Voyons si j'arrive peut-être à... Non, j'arrive pas. Ah oui, peut-être. Il faut que je sauvegarde la photo ici pour la zoomer après. Parce que sur Google Images, c'est pas très clair. Et je change la projection ici. Le cadavre, vous avez déjà entendu parler de cadavre ici. Ce serait une traduction comme cadavre esquisite. Anna Caroline, non, d'accord. Et je vais zoomer ici ce dessin-là. Quand je zoome, ce n'est pas très clair et je vais mettre en évidence celui-là, d'accord? Est-ce que le visage ici vous dit quelque chose? Vous reconnaissez ce visage? Non? C'est le visage, c'est de Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo. Et Frida Kahlo a eu contact aussi avec les surréalistes. Ce dessin-là, il a été fait selon la technique du cadavre exquis. Et l'idée du cadavre exquis, c'est on plie une feuille en papier, je n'ai pas de papier ici à côté, mais on plie la feuille, on fait ce genre d'exercice au niveau du dessin, c'est ça, on plie la feuille et on demande à quelqu'un de dessiner le visage, n'importe quel visage. Et puis, on donne le papier à une autre personne. La personne ne voit pas le visage que nous avons dessiné, mais elle fait le corps ou le tronc, le torse, n'est-ce pas? Euh, et une troisième personne, par exemple, va dessiner les jambes sans avoir regardé le visage et le torse. Et le résultat, c'est celui-là. Nous avons le visage de Diego Rivera, nous avons un torse de femme avec un balai, et les jambes ici, n'importe quelle jambe. Et il me semble que celui-là, Frida Kahlo a participé de ce dessin. Et donc, nous avons là le visage de Diego Rivera. Donc, vous voyez, ça c'est au niveau du dessin. Au niveau de la poésie, il y a, par exemple, deux possibilités. On écrit aléatoirement une phrase ou un vers et on plie le papier, on donne à une autre personne. La personne va lire juste le dernier vers et écrire la suite. Ou parfois, la personne ne va rien lire et va écrire un vers. Et puis, on termine les jeux et on déploie le papier et ce qu'on aura écrit, ce sera un poème. Et donc, vous voyez que l'objectif n'est pas de produire un texte avec un sens. L'idée, c'est de produire des images poétiques insolites, de nouvelles images poétiques. D'accord? Et je reviens au texte, au poème. Voilà. Vous voyez dans ce poème que nous avons cette impression de lire de vers sans connexion entre eux.
n'est-ce pas? Genre, faculté de se donner, renseignement gratuit, amendez-vous sur terre, heureux de faire plaisir. La construction du sens, on peut la faire ou on peut construire les sens a posteriori, n'est-ce pas? Mais nous avons l'impression, et ce qui m'attire l'attention dans ce poème, et que j'aime bien pour l'utiliser comme un exemple, c'est le... Je vais fermer le dessin ici, il me dérange, pour changer d'écran ici. C'est que nous avons de vers presque sans le verbe pour organiser l'idée, n'est-ce pas? Nous avons ici faculté de se donner. C'est presque un point, comme si on faisait une liste de points. Et comme nous n'avons pas la connexion logique, nous avons une série de points ajoutés. Comme moi, j'aime bien utiliser l'idée d'oration coordonnée, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'addition de phrases sans connexion logique. Ce n'est pas une phrase subordonnée qui dépend d'une autre, n'est-ce pas? Et donc, nous avons... parce que si on fait la liaison de données avec renseignement, on peut voir une connexion logique, n'est-ce pas? Faculté de se donner renseignements gratuits, mais en français, il fallait mettre des renseignements gratuits. Amendez-vous sur terre, heureux de faire plaisir. Donc, vous voyez que le poème est tellement déconnecté, ou les vers sont tellement déconnectés que nous avons clairement cette impression de vers écrits aléatoirement, sans connexion entre eux. Et finalement, ce que nous avons, c'est une espèce quand on met des phrases ensemble, des mots ensemble, on finit par avoir un sens. Même si le résultat, c'est un sens faible, pas très cohérent, n'est-ce pas? Mais on arrive quand même à construire un sens, n'est-ce pas? Et donc, pour ce livre de Soupeau et Breton, Les champs magnétiques, c'est un livre qui a été conçu surtout avec cette idée de l'écriture automatique. D'accord? Et il me semble, j'ai déjà lu des études sur ce livre, il me semble que même si Breton va dire dans le manifeste surréaliste qu'il ne faut pas corriger les textes, il faisait des petites corrections pour éviter parfois la répétition ou quelque chose qui ne va pas dans les textes au sens esthétique. Donc, il faisait quand même quelques petites corrections dans les textes. Donc, je reviens au manifeste du surréalisme d'André Breton. Donc, dans ce manifeste, il va parler de la folie, de la liberté, de chercher d'autres contraintes. En français, contrainte, c'est quelque chose qui limite la liberté, n'est-ce pas? Donc, nouvelle possibilité de l'écriture littéraire. Et donc, je vais avancer ici pour arriver au moment aux extraits qui m'intéressent ici. J'arrive pas à ne pas commenter. Donc, vous voyez ici clairement dans le manifeste, nous vivons encore sous les règnes de la logique. Voilà, bien entendu, à quoi je voulais en venir. Mais les procédés logiques de nos jours ne s'appliquent plus qu'à la résolution de problèmes d'intérêt secondaire. Donc, vous voyez ici qu'il fait cette critique à la logique, raison pour laquelle le surréalisme est assez fréquemment associé à l'irrationalisme, à la folie
au rêve, etc. Et je profite que je parle du rêve et dans cette conception poétique du surréalisme, d'associer des images pas très proches l'une de l'autre. Et je profite pour parler du rêve, juste pour vous donner cette sensation qu'assez souvent on expérimente quand on rêve. La psychanalyse, elle explique le rêve ou une puissance du rêve des condensations, je vais dire comme ça, des condensations des forces de l'inconscient, n'est-ce pas? L'inconscient, il n'associe pas les choses selon une organisation logique, n'est-ce pas? Et assez souvent, quand on fait de rêves bizarres ou insolites, parce qu'on condense, on associe des idées étranges. Cela veut dire, par exemple, je suis sûr que vous avez déjà fait des rêves comme ça. Je sais pas, vous êtes, par exemple, je suis chez moi à Brasilia, dans ma chambre, j'ouvre la porte et je suis chez mes parents. Et je parle avec ma mère, mais je sais très bien dans le rêve que le visage de ma mère dans le rêve n'est pas ma mère, est ma copine, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est des associations bizarres comme celle-là. Et vous, évidemment, vous allez, là, je fais une création, ce n'est pas un rêve que je fais réellement. Mais vous voyez cette association, par exemple, de la mère avec l'épouse ou la copine. C'est quelque chose de très élémentaire ou basique dans la psychanalyse, n'est-ce pas? Ou par exemple, je parlais avec un inconnu dans la rue, ça c'est le rêve. Et j'appelais un monsieur et quand il s'est retourné vers moi, il n'avait pas de visage, des choses comme ça, n'est-ce pas? Donc, on va voir dans le surréalisme cette critique de la logique. Et je vais donc arriver où je voudrais... Voilà. Ici, c'est une citation que André Breton fait de Pierre Réverdy, le poète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez ici, en italique, c'est l'explication qu'il fait de l'image. Et donc, je lis ici la citation. L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement des deux réalités plus ou moins éloignées. J'avais dit complètement éloigné et Réverdy un peu plus économe. C'est plus ou moins éloigné. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura des puissances émotives et de réalité poétique. D'accord? Et donc, je vais... voilà. Le texte explique ce que ou dit ce que je viens d'expliquer. Et donc, je vais passer au texte ici de Capital de la douleur d'Éluard pour vous montrer comme exemple un poème. Donc, je change ici rapidement. Éluard. C'était tout d'abord la page 39. Voilà, donc vous voyez, le poème est déjà tout
marqué ici, c'était d'autres cours, et je n'ai pas enlevé ça. Donc, voilà, le poème s'appelle Parfait, et peut-être que je ne vais pas, à cause de l'horaire, je vais pas... Ouais, je vais expliquer peut-être juste la première strophe. Donc, vous voyez, un miracle de sable fin transperce, je vais enlever ces marques-là, ce sera plus facile à visualiser le texte. Je zoome encore. Voilà. Juste la première strophe. Un miracle de sable fin transperce les feuilles des fleurs, éclot dans les fruits et comble les ombres. Un miracle de sable fin, un miracle de sable, je recommence. Un miracle de sable fin transperce les feuilles des fleurs, éclot dans les fruits et comble les ombres. Vous voyez qu'il n'y a pas il y a un rythme parce que la poésie, à mon avis, elle se fait avec la musicalité, les sons et les rythmes, mais pas forcément avec la rime, n'est-ce pas? Et vous voyez que nous avons ici fin, fleur, fruit et ombre. Il n'y a pas de rime. Mais nous avons la strophe est entièrement une image. Et nous avons cette idée, un miracle de sable fin, areia fine. Je traduis comme une tentative d'explication. Milagre de areia fina transperce les feuilles, les fleurs. Et ici, c'est intéressant parce que vous voyez que nous n'avons pas de liaison entre les feuilles et les fleurs. C'est juste l'addition. Transperce les feuilles et les fleurs. Nous n'avons aucune ponctuation, n'est-ce pas? Et nous avons transperce comme un verbe, éclos du verbe éclore, s'ouvrir, et combler comme synonyme de remplir, preencher, n'est-ce pas? Donc, un miracle de sable fin transperce les feuilles, les fleurs, passe par les feuilles, les fleurs, éclot dans les fruits ou s'ouvre dans les fruits et comble les ombres, c'est-à-dire combler dans le sens de remplir et preenche as sombras. Donc vous voyez que c'est très joli de voir, de lire, d'écouter, mais c'est difficile à concevoir un sens. Et assez souvent, dans ce genre de poèmes, on n'arrive pas, comme je disais tout à l'heure, à construire un sens rationnel, mais on arrive quand même à faire, à associer des images, des images mêmes, n'est-ce pas? Donc, la construction d'un signifié pour ce genre de poème, c'est plutôt une espèce d'image mentale qu'on est capable de former, mais on forme l'image mentale et tout de suite, elle se défait parce que c'est difficile à concevoir. C'est clair ou pas? Je termine là le partage d'écran. C'est clair? Oui, oui, mais c'est pas facile à visualiser ou à voir ce genre de choses, n'est-ce pas? Et donc, je regarde ici rapidement. Peut-être je reviens au
programme. Donc, vous voyez, je vous ai demandé de regarder les vidéos sur le surréalisme. Je pense que peut-être ils sont les courtes vidéos ou les vidéos que j'ai partagées, elles sont informatives, mais elles vont rester dans la plupart dans les sens communs du surréalisme. D'accord? Elles ne vont pas entrer dans les textes, ces vidéos-là. Donc, c'est du matériel complémentaire à cette discussion que nous avons ici. J'espère que ça a été clair quand même. Par contre, comme là, j'essaie de me justifier et justifier un seul cours sur le surréalisme comme un mouvement assez complexe, assez riche. C'est parce que vous allez revoir ça dans les cours de poésie, sûrement avec moi ou avec Gloria. En plus, mon objectif était de vous donner les contextes, tout d'abord, et de vous montrer quelques exemples. Mais j'ai réservé 2 cours sur l'existentialisme parce que nous allons discuter le livre L'étranger de Camus, donc avancer dans la lecture de L'étranger parce que on va avoir un séminaire de débat les 2, si je ne me trompe pas, c'est les 2 septembre. Donc, vous avez peu de temps pour lire le livre de la dissertation et pour lire L'étranger de Camus. Et donc, je vais consacrer un peu plus de temps à l'existentialisme qu'au surréalisme dans ces cours de panorama. Raison pour laquelle je fais un peu vite, même si c'est compliqué ou complexe. D'accord? Parce que je veux avoir plus de temps pour parler de l'existentialisme. Donc, pour jeudi, je vais terminer la discussion sur le surréalisme et on va entrer vraiment dans l'existentialisme. Est-ce que vous avez des questions ou on peut terminer là? Pour moi, c'est bon. D'accord. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil dans tous ces textes que j'ai mis dans les archives. Ils sont intéressants quand même. Et n'hésitez pas à choisir quelques poèmes de Paul Éluard ou de René Char, parce que ce sont des poèmes courts. C'est pas, vous n'allez pas mettre beaucoup de temps à lire. Et c'est intéressant pour cette expérience de production d'images en tant que lecteur. D'accord? Voilà, c'est ça. Je n'ai pas pensé à une chanson de... oui, là j'ai une chanson de Javin qui suit plus ou moins ces genres d'images insolites. C'est uma loba correndo em círculos para alimentar a matilha, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Vous voyez comment j'oubliais le nom de cette chanson, le titre de cette chanson de Javin, faltando um pedaço, se je ne me trompe pas. Mais uma loba correndo em círculos para alimentar a matilha, comparo sua chegada como a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, como o desgosto de filha. Vous voyez que nous avons des blocs, peut-être, d'images qui vont composer un tout après. Mais il n'y a pas une connexion logique. Il faut travailler mentalement en tant que lecteur pour construire ces sens-là. D'accord? Mais ce que nous avons, ce sont des blocs d'images. A loba correndo em círculos, a fuga de uma ilha e desgosto de filha. Vous voyez? Il n'y a pas trop de connexion. Mais il y en a. C'est ça. Donc, je vous remercie et je renforce ici l'invitation
à survoler, à lire quelques poèmes. Il y a un fichier avec un texte littéraire surréaliste. Donc, Breton, Aragon, René Char, Paul Éluard, profitez-en et ayez un après-midi surréaliste. D'accord. On se revoit donc jeudi, donc après-demain, pour parler de l'existentialisme. Okay. Et je termine là parce que j'ai les cours de critique dans la suite. Ok. Merci à vous aussi et à jeudi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Anna-Caroline. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Merci à vous. Cíntia, Ana, Isabela, Joana, Letícia. Au revoir.